Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business, un numéro au cours duquel on revient sur l'inclusivité qui concerne principalement les femmes et les jeunes dans le processus de développement et d'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. La CELECAF et les travaux de Douala appelaient justement la jeunesse et les femmes à s'impliquer davantage et à saisir les opportunités en vue de trouver des investissements et participer au processus de développement. On parlera dans ce numéro des secteurs spécifiques aux femmes et aux jeunes. On parlera également de la participation au débat sur les questions d'intérêt majeur. Ce sera avec Jean-Pierre Mbanga, président de Legend Association. Il reviendra ici sur les opportunités à saisir par la jeunesse et par les femmes dans le processus de développement. Mais tout d'abord, ce sujet sur la participation des femmes, des filles, mais aussi des réfugiés, un secteur très peu ou pratiquement oublié dans le processus de développement d'une nation ou d'un pays. On va regarder et on se retrouve juste après. Souvent oubliés, et pourtant les réfugiés représentent un levier incontestable du développement économique. L'Afrique centrale, région considérée d'origine et d'accueil pour un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Plus d'1,5 million étaient dans la sous-région au milieu de l'année 2020, soit 39% de tous les migrants de la région, selon les données publiées par les Nations Unies. Et malgré l'absence de données actualisées sur leur nombre actuel en Afrique centrale, il conviendrait de relever les efforts menés par les gouvernements africains, notamment en matière d'introduction des politiques qui veillent à rendre ces derniers autonomes. Une approche qui s'articule autour de la résilience et de l'inclusion sociale. Le Cameroun, qui accueille près d'1 demi-million de réfugiés, a mis en place des politiques visant à inclure ces derniers dans le processus de développement. Des réformes ambitieuses comme le Made in ou encore les foires pour favoriser leur insertion socio-économique sont mises en place. Autre levier du développement économique, les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, des acteurs qui jouent un rôle clé, principalement dans le secteur informel. Les femmes dont la tranche d'âge est comprise entre 25 et 40 ans sont principalement impliquées dans l'importation de marchandises. Les jeunes ont comme atout un vaste réseau de relations établies aux frontières. Les personnes vivant avec un handicap s'appuient quant à elles sur les opérations commerciales informelles, comme la vente des produits artisanaux, agricoles, le transport de marchandises et l'intermédiation, ce qui leur permet d'avoir un travail décent. Il faudrait savoir qu'en 2021, le taux d'activité des femmes s'élevait à 70,2%, pour un taux supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Les jeunes comptaient pour 20% de la population active au total, des chiffres non négligeables qui seraient plus élevés si l'on prenait en compte les personnes vivant avec un handicap et les réfugiés. Des catégories faiblement représentées dans les chaînes de valeur régionales et globales, et pourtant fortement recommandées par des organismes comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui encourage l'autonomisation et l'inclusivité en Afrique centrale. Et cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par Jean-Pierre Mbanga, il est le président de Legend Association sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus d'accélération et la mise en œuvre totale de la zone de libre-échange continentale africaine. Et on se retrouve juste après. Monsieur, bonjour et bienvenue dans Afro Business. Merci, bonjour. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une rencontre au cours de laquelle la CEA appelle à l'inclusivité. Ça veut dire qu'on introduit les femmes et les jeunes dans le processus de développement des États, notamment de l'Afrique centrale. Est-ce que vous vous sentez concerné aujourd'hui? Quels sont les derniers développements avec votre association et le travail que vous faites sur le terrain? Naturellement, nous nous sentons concernés. D'ailleurs, c'est une approche que nous saluons, nous apprécions vraiment parce qu'on avait souvent l'impression que la voix des jeunes était littéralement mise de côté. Et aujourd'hui, avec un atelier comme celui-ci qui vient en même temps nous édifier mais renforcer également le message qui est celui de travailler de manière inclusive avec tout le monde pour le développement de notre continent. Nous, aujourd'hui, avec notre association, nous menons des activités pour contribuer à cela. Et vous avez sans doute remarqué que en marge de ces ateliers, il y a une exposition qui est présente. Quelques exposants qui ont d'ailleurs démontré leur savoir-faire auprès de ces différentes autorités qui nous ont conviés à cette activité et qui ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu.
Comment est-ce que nous y contribuons? Déjà par la présentation, on va dire le regroupement de ces acteurs, des formations que nous faisons pour les outiller suffisamment afin qu'ils puissent présenter des produits comme ceux que nous avons vus en marge de ces ateliers et surtout revenir sur les aspects liés à la qualité. C'est la question qui revenait d'ailleurs, elle était redondante, de savoir à chaque fois, est-ce que vos produits sont certifiés? Est-ce que vos produits ont fait des analyses pour être présents là où nous sommes? La réponse à chaque fois était oui. C'est dire que dans ce processus qui vise à libéraliser littéralement le commerce ou les échanges au sein du continent, à travers la ZLECAf, nous contribuons et on pense que nous pouvons y arriver. C'est d'ailleurs la contribution de l'association. En marge de cette activité, je pense que vous voyez très souvent ce que nous opérons, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, en réunissant une flopée d'entrepreneurs venant des 10 régions du Cameroun. Ce qui ressort généralement de là, c'est des produits qui sont vendables, qu'on retrouve dans des enseignes de distribution. D'ailleurs, parlant de cela, vous verrez que le taux de présence de ces produits-là a littéralement grimpé. On retrouve même d'ailleurs aujourd'hui des rayons où on ne voit que Made in Cameroun. C'est dire que nous y contribuons, nous y croyons et c'est bien que notre écho tombe enfin entre les oreilles des institutions telles que l'ECA. Alors, justement, pour en parler, on le sait, le taux de chômage au Cameroun et notamment dans la sous-région Afrique centrale est un peu plus élevé chaque année, ce qui voudrait dire que l'État a aujourd'hui du mal à employer la jeunesse camerounaise. Mais je vais vous poser justement une question. Quand on revient, on parle de l'inclusivité, on avait l'impression justement que la jeunesse, tout comme les femmes, avait du mal à être financée. Quel est le problème? Il y a même encore un peu de réticence parce que on ne peut jamais parler de très grands projets comme cela où cela nécessite des ressources financières sans toutefois être prévoyant. Il y a quand même eu des personnes qui ont été malveillantes à travers les accompagnements qui ont été mis en place par les organes de l'État et même d'autres institutions. Et ces personnes n'ont pas utilisé l'argent de façon efficiente ou encore pour les raisons pour lesquelles elles ont sollicité des accompagnements. Et ça a redoublé cette méfiance vis-à-vis de l'État. Mais aujourd'hui, quand on revient et on voit, vous avez parlé du taux de chômage qui est grandissant, galopant, et dans ce taux de chômage, on retrouve encore essentiellement les jeunes et les femmes. Nous, on contribue et on pense qu'avec les actions qui sont menées, à savoir voir de plus en plus des personnes qui s'autonomisent avec leurs activités, plus on trouve des solutions à travers des ouvertures au marché, que ce soit à l'échelle locale, sous-régionale ou même régionale ou continentale, ce que ça rapportera permettra littéralement de contribuer à réduire ce taux de chômage. Donc, ces petites entreprises qui viennent exposer ici, vous verrez qu'autour d'elles, il y a toujours des jeunes qui sont présents. Ce qui n'était pas forcément le cas hier quand il n'y avait pas cette sensibilisation à l'idée de partir pour chercher des activités autonomes. Donc, oui, il est possible de contribuer à ce que ce soit réduit. Les actions de l'État qui avaient été menées par le passé et qui les ont rendues dubitatives peuvent aujourd'hui être revues, puisqu'on voit que les jeunes ne sont pas que, on va dire ça, malhonnêtes. Il y a d'autres qui mènent des actions ou des activités qui sont tout de même, qui contribuent à l'action de développement de l'État. Donc oui, j'espère en tout cas que ce soit à travers des organisations telles que ECA ou encore l'État du Cameroun, on verra de plus en plus la prise en considération de la voix des jeunes. Alors, nous sommes, Jean-Pierre, en plein dans l'accélération de la mise en place définitive, de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. Sauf qu'à ce niveau, on a l'impression qu'il y a des projets qui ne sont pas bancables. C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes et les jeunes ne mûrissent pas, ne maturent pas leurs projets? Jusqu'à ce jour, on parle toujours de ce problème de financement. Pourtant, les hommes ils peuvent avoir accès facilement au financement. L'accès au financement peut être justifié sous deux formes. Parfois, le manque de formation. Les entrepreneurs ne sont parfois, du moins les porteurs de projets, ne sont parfois pas suffisamment outillés.
comme il se doit pour répondre aux offres ou alors aux exigences que demandent les institutions financières qui peuvent apporter des capitaux. De l'autre côté, on a également ces institutions financières qui parfois ont des offres qui ne sont pas vraiment flexibles. Elles demandent des engagements qui sont hautement élevés et ne parviennent pas à rentrer dans les critères ou alors le canevas que pourrait respecter un jeune entrepreneur, une femme entrepreneur. Les hommes, eux également, ont même parfois plus de difficultés parce que on va regarder certains aspects qui sont parfois, regardent beaucoup plus le plan social. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Qu'est-ce qui va les retenir à ne pas peut-être prendre de l'argent et s'envoler sous d'autres cieux? Aujourd'hui, les différents acteurs qui apportent la ressource financière devraient se concentrer sur ceux-là même qui ont des solutions déjà pratiques, bancables. Il n'y a qu'à voir, regardez tous ces produits qui sont là. Les exigences demandées parfois par le marché. Et quand j'entends par marché, c'est ceux qui ont des enseignes de distribution. C'est d'avoir des produits qui ont la norme, qui ont un certificat de mise sur le marché délivré par le ministère de la Santé publique, qui ont des analyses qui sont issues des différents laboratoires, qui sont attestées par l'État. C'est un ensemble de choses qu'il faudrait observer et savoir si, par exemple, une enseigne de distribution passe une commande à une personne qui fait, je dis n'importe quoi, qui produit comment on appelle, des produits cosmétiques, oui, par exemple, et que cette personne, l'entité qui est chargée de distribuer les produits, est intéressée à l'idée de les avoir, mais comment est-ce que cette personne qui ne produit pas des volumes conséquents pourrait être accompagnée? Mais c'est de dire simplement, écoutez, est-ce que vous avez des bons de commande déjà venant de cette entité? Et c'est de voir la fréquence. Sur cette fréquence, on ne peut pas venir faire un prêt bancaire à quelqu'un qui fait par exemple du vin ou alors des boissons alcoolisées, je préfère qu'on les appelle ainsi, des boissons alcoolisées. Et une personne qui fait dans la cosmétique, la boisson alcoolisée mettra plus de temps parce qu'il y a de la fermentation. Oui. Contrairement à une personne qui est dans la cosmétique où, une fois qu'elle a fait le procédé qui mène à avoir le produit, elle n'a pas de problème à faire fermenter, elle va juste commercialiser. Donc, les banques aujourd'hui, les institutions financières en général, à mon avis, la contribution qu'on pourra apporter, c'est de mettre en place des offres qui sont adaptées à chaque typologie d'entrepreneur. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait déjà une étude de marché. Ça concerne également la jeunesse. On ne peut pas tout embrasser. Il y a des secteurs d'activité précis vers lesquels il faudrait se tourner. Bien sûr. Aujourd'hui, on est peut-être en train de parler plus des activités dont les dérivés vont beaucoup plus sont comestibles, mais on parle moins de l'immatériel. Ceux qui sont, par exemple, dans des solutions, je vais dire, technologiques, ceux qui sont dans des services. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le savoir-faire camerounais est représenté littéralement ou est sollicité partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, le savoir-faire camerounais est sollicité. Mais qu'est-ce qui nous ralentit? Je pense que la plupart du temps, ce sont ces mécanismes d'accompagnement, ces mesures d'accompagnement. Être jeune ne devrait pas être pris comme un frein, mais plutôt comme une opportunité de se dire, OK, voilà des jeunes qui portent une vision, on voit les actifs déjà réalisés et à travers ça, on pourrait se dire, OK, on accompagne ce jeune pour avoir plus d'impact et pour contribuer à notre stratégie peut-être globale sur le plan de l'investissement ou du développement. Mais Monsieur Mbanga, d'aucuns diraient que c'est du réseautage, que peut-être vous avez réussi parce que vous êtes dans des réseaux et eux, ils brandiraient le fait selon lequel eux, ils n'arrivent pas à trouver de financement, par exemple. Oui, d'où la nécessité de se former. Je ne dirais pas que les réseaux me sont tombés du ciel. Avant de me lancer en entrepreneuriat, j'ai un background sur le plan professionnel. J'ai travaillé dans des entreprises. J'ai appris comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme outil afin d'être mieux écouté? Il faut travailler sur son image. Et je veux dire, entreprendre ou mettre en place une entreprise à travers des marques, ça demande tout un travail. Et le réseau en fait partie. C'est-à-dire que c'est l'une des composantes qui est extrêmement importante. Il a fallu que je travaille, par exemple, sur mon image, je travaille sur ma communication, je travaille sur les fréquentations, les milieux dans lesquels je vais pour rencontrer la typologie de personnes susceptibles de me propulser ou de propulser la vision que je porte. Donc, je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas avoir tout seul. Il faudrait s'outiller, d'où la nécessité de se former.
Alors, on vous a vu dans les week-ends made in Cameroun, on a vu le gouvernement qui de plus en plus s'intéresse à ce secteur. On a vu l'évolution du made in Cameroun. Alors, les investisseurs, est-ce qu'ils sont de plus en plus intéressés par le travail que font les jeunes et les femmes, les exposants en général? Je vous avoue que oui. Aujourd'hui, après les événements que vous citez, les week-ends du Made in Cameroun ici à Douala, la quinzaine du Made in Cameroun à Yaoundé ou The Place of Made in Cameroun toujours à Yaoundé, de plus en plus des investisseurs souhaitent s'investir, on m'excusera de la tautologie, mais souhaitent s'investir au Cameroun à travers ces activités qui sont développées parce qu'ils voient quel est l'intérêt qui est manifesté, pas seulement par les locaux, mais aussi par les étrangers. Et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le marché ethnique représente quand même près de 2000 milliards de dollars en Europe. Et ce marché ethnique, qui a le meilleur en termes de qualité de produits, sont les Africains. Mais qu'est-ce qu'on fait pour saisir ces opportunités? Si on ne s'outille pas, comme c'était précisé tout à l'heure, comment est-ce qu'on pourra répondre de manière efficace à cela? Si on n'est pas informé, comment est-ce qu'on fait pour savoir même qu'on a un tel marché? Il a fallu qu'on se rende avec ces activités citées dans les centres commerciaux, chez les distributeurs, animer ces activités pour qu'eux-mêmes se rendent compte que la population camerounaise, ne serait-ce que, est très intéressée par nos produits. Qu'est-ce que cela signifie donc? Si eux, aujourd'hui, ne font que demander nos produits, ça voudrait dire qu'il y a du marché. Et s'il y a du marché et qu'il y a des personnes qui apportent une offre, ça voudrait dire qu'ils devraient juste être renforcés. Et ces renforcements, c'est qui? Ce sont les investisseurs qui, aujourd'hui, sont là à nos portes. Je voulais déjà vous poser la question de savoir, vous avez des ambitions. Quand on parle justement de chaîne de valeur, je vais rapidement m'y arrêter. Vous avez un projet de travailler avec les réfugiés. On sait qu'on a énormément, on a plus de 10 000 réfugiés au Cameroun. Il faudrait peut-être que le gouvernement aille pour faire le décompte et qu'on nous donne les chiffres, le recensement des réfugiés. Alors, c'est une frange de la société aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Et vous avez un projet de travailler avec les réfugiés. Pourquoi? Alors, comme c'est précisé déjà, les réfugiés constituent déjà une très grande ressource en termes de développement, leur savoir-faire. Donc, on a constaté que dans certains camps de réfugiés, parce que peut-être je n'en parle pas très souvent, mais je me déplace beaucoup pour aller dans d'autres régions du Cameroun. Et en y allant, je rencontre très souvent des réfugiés avec notre équipe. Et ces réfugiés présentent parfois des créations, des solutions qui sont incroyables. Mais peut-être parce qu'ils ne connaissent peut-être pas le pays, ne connaissent peut-être pas vers qui se tourner pour présenter ce qu'ils savent faire. Ce savoir-faire s'effrite. Ça veut dire que ce soit un réfugié du pays frère Centrafrique, que ce soit un réfugié du pays frère Gabon, si on a un développement qui est fait à partir d'un d'entre eux au Cameroun, c'est au bénéfice à la fois du Cameroun, mais aussi du Gabon. Donc, d'où la nécessité de se pencher vers eux. Et l'association œuvre pas seulement pour le Made in Cameroun, mais c'est pour le savoir-faire africain. D'autant plus qu'il y a également de la main-d'œuvre qui est non négligeable, qui pourrait contribuer aussi à résorber ce problème parfois criard dans les entreprises et même des start-up de main-d'œuvre. Puisque vous parlez de start-up, on a parlé de zones économiques spéciales avec les agents ou alors les parties prenantes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On a parlé avec la CEA également. Est-ce que après, il faudrait peut-être implanter des agropoles ou des zones économiques spéciales dans les camps de réfugiés pour que l'activité économique puisse déjà tourner au niveau de ces camps de réfugiés et la région, le village, la zone dans laquelle ils se retrouvent? Je pense que ça serait plutôt quelque chose d'assez intéressant parce que des plateformes comme celle-là permettront de réduire beaucoup de choses, notamment les coûts, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan même financier. Imaginez que chacun de ces réfugiés venait à mettre de l'investissement pour acquérir des unités de transformation. Ça coûterait énormément cher. Et en plus, le fait d'être dans des zones de libre-échange, avec la levée des barrières douanières ou tarifaires, je pense que ça facilite beaucoup plus le trafic. On a de l'argent qui circule littéralement dans ces plateformes qui sont des relais avec d'autres pays. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est vraiment une très grosse opportunité.
une très grosse opportunité qui devrait être saisie d'abord et prioritairement par les Africains. Donc, à notre avis, hein, quand j'ai à notre avis, celle de l'association, y compris, c'est que on ne devrait plus se regarder en se disant je suis au Cameroun, pourquoi le Zimbabwéen vient faire, ainsi de suite. On devrait plus regarder en termes de comment est-ce qu'on s'approprie notre marché. Et pour s'approprier notre marché, mettons en place les outils qu'il faut. Des zones de libre-échange facilitent justement le développement ou la mise en place de ces outils dont on a parlé. Alors, la CEA, justement, parle de la création de la zone des 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. On a également des Centrafricains. Est-ce que ce ne serait pas également notre problème parce qu'on va privilégier ces 3 États en oubliant que l'Afrique centrale, c'est également beaucoup d'autres États qui partagent les frontières avec le Cameroun, par exemple, ou la Guinée, ou le Gabon? Avec certainement le temps, on devra, puisque la zone de libre-échange continentale est d'ailleurs l'un des instruments, on devra certainement renforcer, quitter de 3 peut-être à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7. Et c'est peut-être un bon début de voir dans quelle mesure est-ce que ces pays qui sont peut-être sur le bas du Cameroun, avec lesquels nous partageons les mêmes frontières généralement, on pourrait voir comment faciliter les échanges entre ces États. Il y a quelques mois, je recevais par exemple des partenaires gabonais qui venaient ici pour beaucoup plus comprendre comment ça se passe, le Made in Cameroun, allant des produits, de la matière première aux produits semi-finis, et en allant même d'ailleurs dans des espaces de distribution spécialisés dans les produits camerounais. Mais ils étaient, en plus d'être agréablement surpris, ils étaient incroyablement surpris aussi de savoir qu'on a des difficultés à faire des échanges entre nos pays. Parce que, imaginons, ils sont rentrés ce jour en ayant des intérêts pour plusieurs produits, mais parmi ces produits, il y avait des produits fragiles. Comment est-ce qu'on fait pour les transporter? Donc, c'est assez compliqué. Il faudrait qu'on continue de se rencontrer, comme c'est le cas aujourd'hui, pour discuter de ces problématiques et commencer à amorcer des pistes de solutions. La raison de l'existence des programmes comme celui du programme des trois frontières, on espère que ça va résorber ce type de problème. Ah, alors, on a également évoqué les barrières, je finis par les barrières, et la difficulté que les jeunes ou les femmes, que les citoyens d'un pays ont des difficultés à traverser d'un pays pour un autre. Alors, on a le passeport qu'il faut, on a plusieurs autres pièces, on a une quarantaine de barrières entre le Cameroun et le Gabon, ce qui fait qu'on ne puisse pas arriver à bon port avec sa marchandise, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre pour créer peut-être une barrière qui permettrait de traverser pour que les échanges soient véritablement des échanges tels que le demande la ZLECAf? Je pense que le coordonnateur de ce programme parlait hier de la construction de certains ponts. Ouais. Justement, je pense qu'il y a une inauguration qui se fera dans les prochains mois d'un pont reliant le Cameroun, je crois, bien au Gabon ou à la Guinée équatoriale, si j'ai bonne mémoire de ce qui a été dit hier. Et je pense que c'est des outils qui peuvent faciliter justement cela. Aujourd'hui, il est plus évident de transporter les produits quittant du Cameroun pour le Congo, par exemple, parce qu'il y a un opérateur de transport qui est en train de le favoriser. On ira certainement le mois prochain avec l'association, on se rendra au Congo-Brazza, justement pour aller présenter les produits que nous faisons et voir dans quelle mesure échanger avec ce que eux ils font également. Mais il faudrait que le rapport soit fluide. Après avoir vu les produits qui seront présentés là-bas, certainement et forcément, il y aura de la demande. Comment est-ce que les biens pourront transiter du Cameroun pour le Congo sans toutefois qu'on essaye de mettre des barrières tarifaires ou douanières sur des produits, qu'on les impose sur les produits qui seront exportés du Cameroun pour là-bas. Donc, je crois qu'il faut mettre de plus en plus la question sur la table et essayer d'apporter des éléments de réponse. Qu'espérez-vous justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que jeune, de cette zone de libre-échange continentale qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'attentes? S'il faut parler d'éléments d'attente, c'est qu'on implique plus les jeunes, pas seulement à la phase opérationnelle, mais qu'on soit également au début des stratégies, parce que de toutes les façons, la ZLECAf bénéficiera à qui? Nous qui sommes jeunes aujourd'hui.
c'est nous qui portons ce projet pour demain, pour que les autres jeunes puissent s'en approprier. Donc, il faudrait qu'on soit de plus en plus présent, autant pour moi, qu'on prenne la parole. Tout à l'heure, l'une des jeunes, elle parlait justement de son expérience que nos aînés ne connaissent pas, non plus, parce qu'ils ne sont pas outillés comme nous le sommes aujourd'hui. Donc, je pense que la jeunesse ne doit pas être pris seulement comme un prétexte, mais comme un atout qui pourrait contribuer à ce que la mise en place de cet outil qu'est la ZLECAf puisse vraiment prendre forme. Donc, notre attente principale, c'est celle-là, qu'on nous écoute davantage. Très bien, merci à vous Jean-Pierre Mbanga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de Legend Associations. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et c'est là-dessus que s'achève ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Merci de rester en compagnie des programmes de Dash TV et à très vite.